C'est le député Rassemblement national de Lyon, Julien Audoul, qui est avec nous. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Pourquoi vous avez eu honte jeudi dernier? Vous avez exprimé votre honte en regardant les cérémonies d'hommage aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre. J'ai été affligé par la teneur politique et médiatique de ces commémorations, parce que ça fait 10 ans que nous avons vécu ce drame national, cette épouvantable nuit d'horreur qui aurait dû être un sursaut, qui aurait dû nous engager à lutter résolument contre l'islamisme, à déclarer la guerre au fondamentalisme islamiste. Depuis 10 ans, on le voit bien, on a une succession d'attentats, on ne cesse de reculer sur nos valeurs, sur nos principes, sur la laïcité. On a eu des dizaines de morts, j'en passe et des meilleurs, entre Nice, entre Saint-Étienne-du-Rouvray, Dominique Bernard, Samuel Paty, etc., etc. Et 10 ans après, on a des chansons, on a une sorte de réhabilitation de Salah Abdeslam pour certains qui veulent organiser des groupes de parole, qui veulent discuter avec quelqu'un qui est finalement passé pour un délinquant de droit commun. Vous avez des messages pacifistes affligeants qui renvoient un signal que je trouve détestable à nos ennemis, à ceux qui veulent nous éradiquer, c'est-à-dire que continuer de nous faire du mal, finalement on sera toujours à genoux, on vous tendra toujours la main. Voilà. Donc moi, je considère que c'est totalement contre-productif. J'ai pas vu ce genre de manifestation après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. J'ai pas vu ça après Pearl Harbor. J'ai pas vu ça après. Il y a eu des concerts aux États-Unis. Il y Non, a eu mais des chansons aussi. Il n'y a pas ce genre Il de fallait faire quoi alors manifestation. ce soir-là? Un Il y grand a show télé. exactement le même Il tous y a eu la les ans même depuis, chose. Mais depuis non, 2001. c'est faux. Mais vous mentez en Non, fait. non. C'est Alors, insupportable, excusez-moi. Non, mais c'est vous qui êtes avez un peu de insupportable dans votre respect. Non, mais en fait, bien-pensance. excusez-moi, là, vous avez déjà parlé avec une victime du 13 novembre. Oui, Vous connaissez des oui, victimes. madame. Oui, madame. Vous avez un peu de respect pour ces Oui, gens, madame. pour le jour J de leur Mais commémoration. je dissocie. C'est des gens qui vivent à peine depuis 10 ans. Et Mais vous, c'est le qui jour, dites vous les n'importe quoi. insultez le jour de leur Non, commémoration. mais voilà, vous dites un Donc mensonge. déjà, À vous dites, aucun vous moment, mentez, vous dites un mensonge mensonge. sur mensonge, Je monsieur Odoul. n'insulte pas du tout les Déjà, victimes. Salah Abdeslam, Je les victimes des n'insulte pas les attentats, victimes. ont refusé la justice restaurative avec Salah Abdeslam. Donc déjà, ce que vous venez de dire, on l'a c'est faux. proposé. Déjà, l'avocat été de Salah proposée Abdeslam l'a puisqu'ils l'ont proposé, refusé. c'est son droit. Ils ont refusé. D'accord, donc vous mentez. Ensuite, Non, je ne numéro mens pas. 2. Ensuite, numéro 2. Quel est Je le vais vous répondre. rapport entre des victimes qui commémorent leur peine et la lutte contre le terrorisme islamiste qu'on doit mener? Quel est le rapport entre une personne endeuillée et une guerre contre le terrorisme que vous qualifierez comme vous voulez? En fait, vous êtes exactement le reflet de l'extrême droite crasse que vous essayez de cacher et que Jordan Bardella cache à merveille parce qu'il mange des bonbons sur TikTok. Vous êtes formidable. Et vous êtes dévoilez, mais formidable. parce que c'est dégueulasse. Julien Audoul Parce va que te moi, des répondre. victimes En du fait, 13 vous novembre, êtes j'en pire que connais votre des tas. caricature. Parce que moi, des Vous êtes victimes, pire que non, votre non, des caricature, victimes du c'est- 13 novembre, j'en connais des tas. Et ce que vous Bien faites, sûr, c'est vous les bien sûr. insulter à la Alors, télévision devant des millions de je vais gens. vous Julien répondre. Et je vais vous dire, monsieur Audoul, Je vais vous c'est répondre. dégueulasse. Je vais vous répondre parce Mais que. c'était pas une question, donc vous Oui, vous oui, avez très pas de bien. Je réponse. vous C'est un réponds débat, quand c'est un même. débat. On est en démocratie. Vu que vous êtes un mythomane. Et je vous réponds quand même. Premièrement, il faut dissocier les choses. À aucun moment, je n'insulte les victimes. Les victimes. Moi, j'ai vu votre Laissez-moi Twitter, j'ai vu terminer. que ça. Laissez-moi terminer parce que là, Non, c'est non, insupportable. Donc, à aucun moment, je n'insulte les victimes. Moi, j'ai du respect pour toutes les victimes. Je respecte leur peine, leur deuil et leur manière de se reconstruire. Et personne n'a à les juger. Parce qu'on n'a pas vécu ce traumatisme. Donc ça, c'est une chose. Donc moi, je mets les victimes de côté. Moi, ce que je condamne et ce que je déplore, c'est l'environnement et l'instrumentation politique d'une cérémonie, excusez-moi, qui n'est pas seulement celle des victimes, qui est celle de la nation. C'est la nation qui a été attaquée le 13 novembre 2015, c'est la nation française qui est menacée par le fondamentalisme islamiste. Et oui, excusez-moi, il y a un lien entre le terrorisme islamiste et les commémorations du 13 novembre 2015. Et je constate que la passivité, la lâcheté, la bien-pensance, la guimauve de bons sentiments, vous n'aurez pas ma haine, mes rires sont plus importants que vos cris, etc. Ça veut dire quoi, je la considère furia que c'est déplorable. Ça veut dire quoi la Furia Francese? Vous avez dit où se cache la Furia Francese? La Furia Francese, pour ceux qui aiment l'histoire militaire, comme moi, puisque j'ai écrit sur l'histoire militaire de notre pays, c'est un comportement et un sentiment français. C'est hérité des guerres d'Italie de la fin du XVe siècle. C'est la bataille de Fornoux, pour ceux que ça intéresse, où la chevalerie française, avec un comportement et avec beaucoup d'héroïsme, a su se sortir d'une situation périlleuse et condamnée. Et c'est un sentiment qui a
j'allais dire, partager, accompagner toute l'histoire de France. L'esprit offensif. L'esprit offensif, le fait de se surpasser, mais quand on déjoue des attentats, et on en déjoue beaucoup depuis 2015, il y a un esprit offensif. Le renseignement travaille. J'ai pas l'impression que les autorités soient passives face à cette menace terroriste qui a d'ailleurs évolué, qui est parfois plus compliquée à trouver, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'auto-radicalisation, de gens qui prennent un couteau, qui du jour au lendemain passent à l'acte, mais il y a quand même des résultats du côté de la police. Non, mais la police fait admirablement bien son travail. Les renseignements font bien leur travail. C'est l'environnement politique qui ne fait pas son travail. C'est nos gouvernants Emmanuel qui n'ont rien Macron, fait. il n'est pas, mais qui n'ont rien fait. Mais rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron nous disait, après l'attentat sur les Champs-Élysées, qui a vu un policier de la République, Xavier Jugelé, être tué par un islamiste, Emmanuel Macron a dit « Je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit ». Il y a eu beaucoup de nuits depuis 8 ans, rien n'a été inventé. Il y a eu des lois. Je rappelle que le gouvernement autrichien, après un seul attentat à Vienne en 2020, a fait interdire les frères musulmans. Je rappelle que les frères musulmans sont interdits également en Jordanie. En France, les frères musulmans ont toujours pignon sur rue. L'idéologie islamiste peut toujours se diffuser. On n'ose pas interdire le voile islamique pour les accompagnatrices scolaires. On n'ose pas interdire le voile dans les compétitions sportives. On n'ose pas fermer toutes les mosquées radicales. On n'ose pas expulser tous les fichiers pour islamisme étranger. Faut instrumentaliser des personnes qui ont perdu des proches pour dire ça? Est-ce que c'est ça l'objectif? À quel moment je les instrumentalise? On est le 17 novembre. Non, il a commencé le 13. On est hors sujet, en fait. Vous êtes hors sujet. J'ai lu vos tweets. Et vous, je commente vos déclarations. Oui, donc j'ai bien compris qu'avec vous, il fallait rien faire et rien dire. Non, mais en fait, vous dénoncez une instrumentalisation politique en réalisant vous-même une instrumentalisation politique. C'est absurde. Je ne fais pas d'instrumentalisation. Vous faites que ça. Vos tweets, moi, c'est que je réagis en responsable politique. Et je constate que depuis 10 ans, effectivement, on a mis beaucoup de bougies, on a mis beaucoup de pancartes, il y a eu beaucoup de slogans, effectivement. Ils n'auront pas ma haine. Je serai toujours là pour tendre la main, et malheureusement il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Jean-Loup Benami. Ouais, alors justement, je suis un peu surpris parce que moi je n'ai pas de sympathie pour le Rassemblement national comme parti, et je n'avais pas beaucoup non plus de sympathie pour vous, parce que, par exemple, justement, sur la manière... Ça fait beaucoup. Sur la manière... Je suis bien reçu sur ce plateau. Vous voulez un petit café? Sur la manière, notamment, je trouve, même là, ce que vous venez de dire, je trouve qu'en fait, sur une question qui est la question du voile islamique, vous vous y prenez assez mal et vous la traitez assez maladroitement, mais... ou même je pense sur votre soutien un peu aveugle et inconditionnel à Israël. Je pense que c'est aussi une erreur tactique. Mais je dois dire que depuis 3 jours, alors que tout le monde vous tombe dessus, vous êtes remonté dans mon estime avec ces déclarations, parce que vous êtes le seul peut-être à avoir osé dans la classe politique dire les choses. Et là encore, vous avez très bien employé le mot de guimauve, parce que c'est exactement ça. En effet, oui, c'est vrai, Flora, tu as raison, aux États-Unis, il y a des concerts de commémoration pour le 11 septembre, mais les États-Unis, ils ont aussi abattu Ben Laden. Voilà, oui, et nous, on est aussi allés au Mali. Qui est allé au Mali? C'était le Rassemblement national? Non, c'était François Hollande. On a pas forcément un bon exemple vu ce qui se passe actuellement. Donc, on a aussi traqué les djihadistes en Irak et en Syrie. On est allé en Irak, on est allé en Syrie, on est allé au Mali. Et on a droné des dizaines de mecs. Je vais terminer en une phrase. Il y a une citation de Nietzsche qui dit « La faiblesse inspire la haine ». Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui hésitent, qui sont tentés par le fondamentalisme islamiste, et quand ils voient ces commémorations, ces bougies, ces ours en peluche, eh ben ça leur donne envie de faire un attentat. Il n'y a pas que ça. Mais non, mais attends, il faut être juste. Je suis un peu d'accord sur vous n'aurez pas ma haine, etc. Vous n'aurez pas ma haine est insupportable. La pour une fois, Julien Audoul avait raison. Sujet n'est pas. Mais après, il y a une réalité derrière, c'est quand même effectivement la très grande efficacité de nos services secrets et une répression judiciaire qui, pour le coup, est tout à fait bienvenue, bien sûr, mais qui est très lourde, n'est pas assumée par le discours médiatico-politique. Les petits jeunes que tu décris... Qui n'est pas assumé symboliquement. Ah, ça, je sais pas, mais Nunez, j'ai pas l'impression qu'il arrive déguisé en Chantal Goya non plus pour parler du terrorisme. Il est quand même assez ferme. Les petits jeunes que tu décris, les petits jeunes, et Retailleau avant, pareil, les petits jeunes que tu décris, il faut savoir qu'il suffit qu'ils échangent 2 messages et qu'ils consultent 3 sites qui se rapprochent de près ou de loin d'une radicalisation islamique, crois-moi que la justice peut leur tomber dessus. La preuve avec les jeunes filles qui les ont été envoyer en prison, bien sûr. Et les jeunes... Moi, je trouve que autant c'est vrai que dans les symboles, il y a une réaction dans laquelle il y a une forme de faiblesse, mais dans les faits, non. Pourquoi vous avez dit que Nunez était une vaste blague? Malheureusement, ce que j'observe dans ces déclarations, les premiers signaux qu'il renvoie,
après l'attaque qu'il y a eu lieu sur l'île d'Oléron, dont manifestement l'individu a été radicalisé, s'est radicalisé. Voilà, il a parlé d'accident de la route. Voilà. Il n'a pas voulu nommer, pas voulu identifier le carburant, le moteur. Il est plus prudent que Bruno Retailleau. Ah mais c'est pas plus prudent. Je pense qu'il est apeuré. Je pense qu'il est paralysé par l'idéologie de la bien-pensance qui gangrène toute la classe politique depuis de nombreuses années, effectivement. Et je pense que Laurent Nunez, comme beaucoup de ses prédécesseurs, ne fera rien pour protéger les Français d'un mal profond dont le carburant, et là où je reproche à nos gouvernants d'avoir rien fait, le carburant, c'est l'idéologie islamiste. La face la plus violente, la finalité la plus violente, c'est évidemment l'attentat, le djihadisme, mais vous avez tout le terreau, vous avez l'environnement, vous avez les incubateurs, vous avez toutes les mouvances islamistes qui prospèrent dans notre pays, dont à chaque fois qu'ils nous testent, nous reculons, nous nous excusons. Il y a l'accusation d'islamophobie qui empêche toute action politique. On n'ose pas aujourd'hui, il faut bien le dire, encore une fois. On a eu un débat, et là je suis pas d'accord avec vous, sur le voile islamique pour les sorties scolaires, qui est un débat très important, qui est un débat de fond sur le prolongement du service public de l'éducation nationale. On n'arrive pas à légiférer sur ça, encore une fois. Donc pensez bien que les plus jeunes et les autres qui sont endoctrinés par l'idéologie islamiste, qui voient dans cette idéologie une forme d'accomplissement, de force, de puissance, de modèle de société, on n'arrive pas à imposer notre modèle de société. Je suis français, mais je vais vous donner un point. Dans cette idéologie, vous mettez l'humoriste. Laura veut donner un point. Je vais vous donner un point. Il y a un truc que vous dites qui est juste, qui est qu'il y a des incubateurs de terroristes en France. Le premier incubateur de terroristes islamistes en France. Le premier outil, vous savez ce que c'est ça. Et au premier chef de ça, c'est quoi? C'est TikTok. Et TikTok, il y a des propositions de droite et de gauche qui proposent de l'interdire aux mineurs ou aux mineurs de moins de 15 ans, c'est selon. C'est pas parce qu'on met des bougies une fois par an place de la République, parce qu'en fait, il y a des familles d'endeuillés, parce qu'il y a des familles d'endeuillés qui ont besoin de faire leur deuil, en fait. C'est pas parce qu'on décide de se recueillir, parce que c'est important pour nous, que on va lutter contre ces incubateurs de terroristes. En revanche, on vous entend pas beaucoup le RN quand il s'agit de réguler, que ce soit les GAFA ou que ce soit les Chinois. Donc, quand on vous entendra être ferme sur les personnes qui nous menacent et qui nous colonisent accessoirement, vous aurez peut-être le droit de parler de ce sujet. Déjà, j'ai le droit de parler de tous les sujets. J'ai pas besoin de notre autorisation. Voilà, j'ai pas besoin d'autorisation. Julien Audoul, est-ce qu'il faut interdire TikTok aux mineurs? On a voté dernièrement l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans. Voilà. On a hâte de voir quand ça prendra effet. Oui, mais encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Désolé. Quand vous gouvernerez, vous n'y arriverez pas non plus. Je sais que on verra, on vous prouvera ça. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais je ne veux pas mettre tout sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est un peu facile. C'est comme à l'époque, on disait ah bah oui, la violence, c'est les jeux vidéo. C'est que les jeux vidéo, il faut encadrer les jeux vidéo. Non mais d'accord, très bien. Il y a de l'endoctrinement via les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'endoctrinement parce que il y a beaucoup de complaisance avec les messages radicalisés, parce que vous avez une certaine forme de fascination de certains éditorialistes, journalistes, pour les messages qui sont relayés par les islamistes, et qu'on ne condamne pas suffisamment, encore une fois, les prêcheurs de haine dans notre pays, il faut bien le dire. C'est vrai que les ados lisent Mediapart en France, c'est bien connu. Est-ce que dans le lot, vous mettez l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, vous savez, qui sur Radio Nova a parlé de la police en disant la police c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi, ils violent, ils mutilent, ils font des meurtres et ils se filment en se marrant. Vous l'avez entendu? C'est scandaleux. Enfin, dire ça. C'est la liberté d'expression. Oui, bien sûr, c'est toujours la liberté. C'est être Charlie, quoi. Oui, alors pour le coup, je pense que Radio Nova est tout sauf Charlie. Je pense que Radio Nova, parce qu'il y a une continuité, il y a une accumulation. C'est pas un mot et c'est pas un sketch qui vient et qui apparaît soudainement. C'est la continuité d'une hostilité croissante à la police, à l'identité nationale, à tout ce qui fait finalement la nation française et ce qui la tient. Et nos forces de l'ordre qui ont versé un tribut assez lourd dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, que ce soit Ahmed Merabet au moment de Charlie Hebdo, que ce soit Clarissa Jean-Philippe assassinée par Koulibaly, que ce soit Xavier Jugelé, que ce soit toutes nos forces de l'ordre qui luttent pied à pied pour protéger les Français, je trouve ça scandaleux, même si effectivement il y a la liberté d'expression, ils ne pourraient pas le dire effectivement dans un pays islamiste. Si vous êtes au pouvoir, vous ne fermerez pas Radio Nova. Ah non, pas du tout. Depuis Raqqa, cela dit.
Donc, non, vous je ne sais inquiétez pas s'ils vont pouvoir continuer à émettre. Alors que Radio Nova ne s'inquiète pas, d'ailleurs que Libération ne s'inquiète pas, que Mediapart ne s'inquiète pas. Le service public, par contre, ils peuvent le s'inquiéter. RN au pouvoir ne laissera effectivement la liberté d'expression à tous ces médias d'extrême gauche et pourront Mais continuer, est-ce que bien vous évidemment. privatisez le service public? Est-ce que, par exemple, vous privatisez France 2? Bien évidemment, oui, France 2, mais privatiser, ça ne veut pas dire interdire. Privatiser, c'est faire en sorte que ce ne soient pas les Français qui payent. On n'a pas à payer 4 milliards d'euros par an Qui va pour payer de la du coup rééducation. Terrain, Bolloré, les mêmes qui vous financent Il faudra les mêmes qui nous financent. Je sais pas, les Sterrin et mêmes qui Bolloré. financent vos idéologies. Donc là, en fait, vous voulez faire m'accusez racheter de France mensonge. 2 En fait, à c'est Sterrin un mensonge assez Non, les mêmes qui financent lamentable. vos idéologies. Vos idéologies ça veut dire quoi? Ça, financer des idéologies. Donc, Sterrin, Bolloré. Vous accusez Bolloré, qui, encore une fois, a la liberté d'avoir des chaînes et des médias. On est libre d'avoir des chaînes et des médias en France, hein, très bien. Bon, il y a des chaînes de gauche et des chaînes de droite. Je remarque que quand c'est une chaîne de droite, ça pose problème. Quand c'est une chaîne de gauche, il n'y a pas de problème. C'est curieux quand même. Et ce qui pose problème, c'est que l'argent du contribuable finance des chaînes de gauche. Julien Audoul, député de Lyon, reste avec nous. On va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale aussi, du budget. Il reste combien? 1500 amendements à examiner? Non, mais c'est délirant. Ouais, justement, on va aller de plein pied dans ce délire dans un instant avec vous. Restez dans les GG, avec les GG, Jean-Loup Bonamy, Flora Guébali, Charles Consigny et le Face au GG avec le député de Lyon, Julien Audoul. Il faut être con pour voter pour vous? Je vous pose la question parce que Alain Souchon l'a dit, les Français, il ne croit pas d'ailleurs que les Français seront assez cons pour élire quelqu'un du RN pour diriger le pays. C'est dur d'être aimé par des cons. Non, mais c'est lamentable, c'est insultant de la part de quelqu'un qui est gavé d'argent, qui n'a aucune des difficultés que rencontre la majorité de nos concitoyens. Il le doit à son talent, il le doit à lui-même. Hein. Ah non, mais enfin, il doit pas à lui-même, d'accord avec son talent, mais surtout aux gens qui ont acheté ses disques, qui sont allés à ses concerts, et d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, peut-être vous-même. Peut-être ma mère, oui, effectivement, est fan d'Alain Souchon. Et ben voilà. Et Voilà, vous donc et pas moi. Non, moi Si j'ai Alain jamais pouvait été. envoyer une dédicace à votre J'ai jamais maman, été. ça serait parfait. Mais c'est déplorable d'avoir ces donneurs de leçons, ces donneurs de leçons qui cherchent donc à. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait choisi la Suisse en fait pour partir. Il n'a pas choisi le Venezuela de Maduro. Fiscalement, c'est plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant, sauf que ce sont les alliés du RN qui gouvernent en Suisse. Il faudra peut-être lui rappeler. Mais c'est lamentable d'avoir ce genre de personnes qui toujours insultent les électeurs du Rassemblement national. Il y a comme un concours Lépine de l'insulte pour 11 millions de Français. Alors, soit ils sont cons, soit ce sont des fascistes, soit ce sont des abrutis. Enfin, il y a toujours quelque chose contre les Français. Et j'ajoute pour M. Souchon que la démocratie, en fait, elle s'impose. Voilà, c'est la souveraineté du peuple et que la voix de M. Souchon, elle compte aussi et au même titre que ceux qui le traitent de cons. Moi, j'ai une petite question, histoire géo. Est-ce que vous connaissez un Russe communiste qui s'appelle Lénine? Oui. Oui, un petit peu. Oui, et est-ce que, d'ailleurs, beaucoup de vos électeurs sont d'anciens communistes, donc ça vous parlera. Et est-ce que vous connaissez actuellement le président argentin ultralibéral Javier Milei? Oui, bien sûr. Alors, on est d'accord que Lénine et Javier Milei ne pensent pas exactement la même chose en économie, ils sont même plutôt à l'opposé. Moi, j'aimerais savoir si le Rassemblement national est plutôt Lénine ou plutôt Javier Milei, parce que j'ai l'impression qu'il est les deux. Quand j'entends M. Tanguy, j'entends Lénine. D'ailleurs, M. Tanguy à l'Assemblée nationale dénonçait les sociotraîtres, ce qui est une expression typiquement communiste. Et quand je lis Jordan Bardella, j'ai l'impression de lire David Lisnard, voire Javier Milei. Et même parfois, quand j'ai entendu M. Tanguy, encore lui, pendant 30 secondes à l'Assemblée, il a réussi l'exploit d'être à la fois Lénine et Javier Milei en 30 secondes, parce qu'il était pour la retraite à 60 ans, mais en même temps moins de dépenses publiques, plus de fonctionnaires, mieux payés, moins d'impôts. Expliquez-moi, vous êtes Lénine ou Javier Milei? Libéral, pas libéral? Parce que là, je n'arrive pas à savoir quel programme économique du RN sur la ligne. Alors c'est marrant, parce que quand c'est la droite, on est d'affreux communistes. Et quand c'est la gauche, on est les amis des milliardaires. Mais j'ai l'impression que vous êtes les deux. Donc en fait, c'est. Vous êtes peut-être les deux. Je pense que c'est surtout entre les deux. Et en fait, ces caricatures montrent bien, d'une part, qu'on n'a pas regardé notre programme à la lettre. Moi, j'ai écouté Tanguy. Oui, mais écoutez Marine Le Pen qui a dit économiquement, je ne suis ni de droite ni de gauche. Mais voilà. Où est-ce que vous êtes? Voilà, effectivement. Et après, j'ai lu Bardella et j'ai eu l'impression de lire David Lisnard. On a un programme qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire qui est est-ce qu'il est cohérent, c'est ça surtout? Je pense qu'il est cohérent, effectivement. Et compte tenu de ceux qui nous donnent des leçons,
qui ont peut-être tout foiré d'un point de vue économique, qui sont responsables des 3 400 milliards d'euros de dette, et qui sont responsables de la fuite de nos entreprises, qui sont responsables de la pauvreté, de la précarité dans notre pays. J'ajoute que quand vous avez des leçons de Madame Borne, de Monsieur le Maire, de gens qui ont mis la France en faillite... On parle pas de vous. Comment peut-on à la fois dénoncer l'enfer fiscal que serait la France, c'est ce que dit Jordan Bardella à longueur de plateau, et à l'Assemblée nationale voter de nouveaux impôts avec les socialistes? Mais non, mais on ne vote pas de nouveaux impôts avec les socialistes. Ça, c'est une caricature, c'est une vue de l'esprit. Excusez-moi. Nous sommes le seul parti, peut-être, qui va abaisser la pression fiscale. Voilà. Nous sommes le seul parti qui veut faire en sorte que le travail rémunère davantage, qu'il y ait moins de contraintes pour les entreprises, qu'il y ait la priorité pour les entreprises dans la commande publique. Nous sommes le seul parti qui souhaite faciliter la transmission et l'héritage. Nous sommes, encore une fois, nous sommes tous, sauf un parti communiste. Et la retraite, à quel âge ? La retraite, 42 annuités travaillées à partir de 20 ans, donc, quand on a commencé à avoir un emploi stable. Non, mieux. La Touraine, c'est 43. Voilà, donc c'est mieux 10 ans. C'est-à-dire vous êtes. Comment on va payer ? Vous êtes plus proche des insoumis que des socialistes sur ce terrain-là. Comment on va payer ? Comment on va payer ? Premièrement, en faisant des économies, économies drastiques sur le train de vie de l'État, sur les agences inutiles. Le système par répartition, c'est que c'est un système qui doit s'autofinancer. C'est pas en cherchant des économies ailleurs. C'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Il y a deux choses. Il y a d'une part toutes les économies qu'on va faire. Alors qu'il y a moins d'actifs et plus en plus d'inactifs. En fait, le système de répartition, il tient sur deux piliers. D'une, la relance de la croissance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et deux, la relance de la natalité. Et nous, on a une mesure très précise, très concrète pour la relance de la natalité. C'est la pleine part de fiscalité à partir du deuxième enfant, qui incitera des familles à avoir des enfants. C'est pas raisonnable. Non, mais je suis désolé. C'est juste... si on est un tout petit peu sérieux, on ne peut pas juste parier sur une hypothétique relance de la natalité. C'est pas parier. C'est inciter. Oui, c'est du volontarisme politique. C'est un peu court. La natalité et la croissance. Ça marche en Hongrie. Et la croissance qui reviendrait comme par magie. On voit bien, tout le monde le sait, on a un énorme problème pour financer nos retraites. Il suffit de prendre les chiffres pour le voir. C'est d'ailleurs tellement cher que les cotisations sociales ne suffisent plus à payer les retraites et qu'effectivement, on est obligé d'aller chercher des recettes ailleurs dans d'autres budgets publics pour payer ces retraites. Et les autres pays, effectivement, y compris des pays de gauche comme le Danemark, vont vers un âge de départ beaucoup plus tardif. Édouard Philippe propose 67 ans. Moi, je trouve que c'est assez courageux de sa part parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui veulent tranquillement, et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui les attire chez vous, continuer à faire une espèce de politique de l'autruche, mais à un moment... Mais non, mais est-ce que la France n'est quand même pas vous êtes au pied du mur ? Moi, je suis désolé, mais... Vous ne pouvez pas faire croire que vous allez augmenter, par exemple, les salaires des gens s'il faut continuer à cotiser autant. Demandez aux indépendants qui se font pulvériser par l'URSSAF. Demandez aux gens qui se plaignent de la différence entre le brut et le net sur leur fiche de paye. Si vous voulez qu'on soit précis, on ne va pas augmenter les salaires des gens. On n'est pas dans une économie soviétique. Donc, ce n'est pas l'État qui est propriétaire de toutes les entreprises de France. On va inciter les entreprises en contrepartie d'une baisse des cotisations patronales, d'augmenter les salaires de 10%. Voilà. Mais donc c'est du donnant-donnant. Donc c'est du donnant-donnant. Moi j'observe très clairement, et quand vous regardez les chiffres et statistiques du COR, du Conseil d'orientation des retraites, plus vous reculez l'âge de départ à la retraite et plus vous perdez de l'argent d'un point de vue économique parce que en fait vous payez des dépenses de santé, vous payez le RSA, alors pourquoi vous payez du chômage, vous payez du chômage. Pourquoi exactement pourquoi tous les pays comparables aux nôtres le font? Pourquoi on a qu'à mettre la retraite à 45 ans? L'Italie, pourquoi tout le monde a bougé son âge de la retraite? Vous voyez bien qu'en fait on est au cœur de la névrose française. C'est typiquement le genre de sujet sur lequel notre pays n'arrive pas à avancer. On peut comprendre qu'une personne qui a eu un emploi difficile, manuel, qui a commencé à travailler à 18 ans, parte plus tôt que quelqu'un qui a travaillé à partir de 27 ans. Est-ce qu'il faut supprimer l'âge légal? Parce que ça, c'est un débat qui est en train de prendre. Gabriel Attal, d'ailleurs, l'a proposé. On supprime l'âge légal et on ne joue que sur le nombre de trimestres nécessaires pour partir avec une retraite. Ce qui compte, c'est les annuités travaillées, effectivement, pour partir avec une retraite supprimer l'âge légal à taux plein. Moi, je vous dis encore une fois, il
il faut qu'il y ait un âge légal pour partir à la retraite. Pour nous, encore une fois, c'est à partir de 62 ans, mais c'est un système progressif. Vous commencez à travailler à 27 ans, vous partez à 69 ans. Voilà, pour avoir une retraite à taux plein. Marine Le Pen, elle a raison quand elle dit que vous êtes ni de droite ni de gauche, parce que concernant les dépenses, la droite, Charles, on le voit souvent ici, ils ont une forme de courage qui est d'assumer une baisse des dépenses publiques et de dire, bah voilà, il y aura moins d'aides, il y aura moins de choses, mais on va les baisser. La gauche, ils ont une forme de courage qui est d'assumer une augmentation des impôts. Alors ça fait plaisir à personne n'a envie qu'on lui augmente ses impôts. Il n'empêche qu'on va assumer parce qu'on a le courage de vous dire qu'il faut faire tenir un budget. Vous êtes le parti baguette magique. Vous dites vous on va faire aucun effort. Ni l'un ni l'autre, on va rien assumer, mais par contre on va faire on est dans Harry Potter, on va faire une formule magique et tous les Français vont être heureux au pays des bisounours. Vous vous plaignez du côté bisounours des commémorations. Moi quand je vous entends, j'entends pas un discours économique, j'entends quelqu'un avec une baguette magique. On va pas demander des efforts aux Français alors qu'on est un pays. Fumer des clopes, fumer. Il n'y a pas à demander des efforts aux Français alors que l'État n'a pas fait ses efforts depuis des années. Quand vous versez des milliards d'euros dans la coopération internationale, quand vous avez des comités agences Théodule qui budget européen, qui sont des pompes Afrique, qui sont des pompes Afrique. Quand vous avez effectivement les contributions au budget de l'européen qui nous coûtent un pognon de dingue, parce que l'Europe, c'est passe-moi 100 balles, je t'en rends 40. Voilà, c'est ça à un moment donné, et pour des projets d'ailleurs qui nuisent à notre économie. Donc quand vous avez le gouffre, parce que vous en parlez pas, quand vous avez le gouffre de l'immigration de guichet social, je rappelle quand même que le minimum vieillesse qui est donné à un étranger qui n'a jamais cotisé dans notre pays, alors que vous avez des retraites de misère, c'est une injustice sociale majeure. Donc quand vous avez fait ces économies, ensuite, peut-être que vous demanderez des efforts aux Français. Et d'abord, c'est à l'État à réduire la voilure. Oui, mais juste un truc intéressant. Dès qu'on vous pousse dans vos retranchements, on n'arrive que sur deux choses. Immigration, UE, Union européenne. La fraude sociale et les dépenses de l'État. Et immigration. Vous avez deux idées. Et c'est les mêmes depuis que Jean-Marie Le Pen a été là. Deux questions rapides. Là, à l'instant, on voit les images là, sur les écrans à côté de nous. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, le président ukrainien et le chef de l'État français, viennent de signer, Kiev vient de commander 100 rafales, une lettre d'intention 100 rafales. Est-ce que c'est bien ou pas ? Écoutez, est-ce que ça va aller dans le sens de la paix pour continuer la guerre contre la Russie? Oui, très bien. Sauf qu'on le sait depuis un certain temps déjà, que ce conflit ne se réglera pas avec des armes. Il se réglera par la négociation. Voilà, on le sait. Et faire croire qu'avec toujours plus d'armes, toujours plus de surenchères bellicistes, on va aboutir à une solution pacifique, tout cela est faux. C'est un mensonge. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que pour soulager les douleurs du peuple ukrainien et pour en finir avec ce conflit, il faut qu'il y ait cette conférence de la paix que Marine Le Pen appelle de ses voeux depuis très longtemps. Et de grâce, arrêtons de toujours mettre de l'huile sur le feu. C'est une erreur de vendre des rafales à l'Ukraine. Écoutez, on l'a toujours dit, le soutien à l'Ukraine d'un point de vue économique, on l'a fait, le soutien humanitaire, on l'a fait. Je rappelle que l'un des premiers maires à être allé chercher des réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise, c'était Louis Alliot, maire de Perpignan, qui a accueilli dans sa ville des réfugiés ukrainiens, maire RN bien sûr, mais très clairement, est-ce que la livraison d'armes, est-ce que les achats d'armes vont améliorer la situation? Je ne le pense pas. Le budget, toujours en discussion. Il y a encore 1500 amendements à examiner cette semaine avant que le projet parte au Sénat. On va y arriver. Il y aura un budget pour la France d'ici la fin de l'année? Surtout, eux, ce qu'ils veulent, où ils veulent y arriver, c'est-à-dire socialistes et macronistes, c'est surtout s'entendre pour que surtout pas il y ait le risque d'une motion de censure et d'une dissolution. Parce que ce qui est très choquant pour les Français, c'est que là, aujourd'hui, on débat du budget, non pas pour l'intérêt de la nation, non pas pour des mesures de pouvoir d'achat, non pas pour l'économie française, mais juste pour maintenir en selle des gens qui ont fait moins de 2% la présidentielle et des gens qui sont déconsidérés depuis 8 ans au gouvernement, juste pour qu'ils tiennent encore un petit peu le pouvoir et qu'ils ne retournent pas devant les électeurs. C'est ça leur objectif, empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Merci Julien Audoul, député RN de Lyon. Merci d'avoir été avec nous.